Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore. Eh bien, la phase pratique de la décentralisation au Togo après l'élection des maires, quel est le défi qui attend les conseillers municipaux? Nous en parlerons bien évidemment dans cette édition cet après-midi avec ici à ce plateau nos invités, Monsieur Edo Pascal Agbové. Bonsoir, merci d'être encore à ce plateau avec nous. Merci. C'est un plaisir pour moi de répondre à chaque fois que vous nous faites appel pour échanger avec nos compatriotes. Je rappelle, vous êtes expert en décentralisation. Nous évoquerons bien évidemment des points clés liés au sujet dans cette émission cet après-midi. À ma droite, nous avons Monsieur le maire adjoint de la commune de Baguida, Monsieur Charles Akeleboro, celui avec qui nous allons échanger sur ces grands défis de sa commune. Dans cette émission, M. Akeleboro, bonsoir, merci d'être encore à ce plateau avec nous. Merci, très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, je rappelle, vous êtes candidat du mouvement Bientôt Kwelawé et donc élu aujourd'hui vice-maire adjoint de la commune de Baguida. Félicitations et merci d'être là avec nous. Alors, M. Pascal Agbové, eh bien, quoi qu'on dise, le Togo est aujourd'hui de plein pied dans le processus de la décentralisation. Vos premières impressions après ces premiers pas seront lesquelles? Vous savez, il faudrait quand même que les Togolais soient félicités, ainsi que les gouvernants qui ont bien voulu que nous puissions arriver à cette phase du processus de décentralisation. C'est une bonne chose d'organiser les élections locales, mais le mieux c'est de faire en sorte que la phase opérationnelle puisse apporter des solutions aux besoins de la population. Donc je crois que c'est bon d'organiser les élections locales, municipales bien entendu, et donc cette phase que nous abordons actuellement est pour nous décisive dans la mesure où c'est pour cette raison d'ailleurs que la décentralisation est faite. Très bien. Monsieur Charles Akeleboro, en vous écoutant il y a de cela 2-3 mois sur ce même plateau, vous étiez plein d'énergie, avec beaucoup de promesses et rendre moderne beaucoup plus la commune de Baguida avec plein d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore le même engouement en étant élu déjà? Ah bien sûr, tout à fait. Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure M. Agbové, la participation citoyenne du Togolais au développement et à la démocratie locale est un plus pour notre pays. Donc ça va nous permettre d'être plus proches des réalités du terrain et de pouvoir aider nos communes, nos citoyens, de façon à ce que nous puissions vraiment nous mettre en situation de développement, ce qui n'est pas le cas jusque-là. Donc nous sommes toujours optimistes. Il y aura toujours des problèmes, c'est normal, les turbulences, il y en aura, mais d'une façon générale, je pense que nous allons nous doter des moyens, endogènes comme exogènes, pour pouvoir réussir notre mission. Est-ce qu'en étant aujourd'hui déjà sur le terrain, vous aviez déjà pris l'ampleur de la taille du défi qui vous attendait avant d'y mettre tête? Oui, tout à fait. Vous savez, dans notre commune, après les pluies que vous connaissez, on est totalement inondé. C'est vrai, on n'a pas encore pris fonction. Il y a de cela, je crois, pratiquement 3 mois, 2 mois et demi qu'on est élu. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de... Oui, il n'y a pas eu de transition. Et donc, nous n'avons pas encore le pouvoir d'agir. Quoique c'est discutable, me dira notre expert. Mais nous connaissons les problèmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont inondés dans notre commune et qui ont abandonné leur domicile. De toute façon, les nous allons problèmes revenir. sont colossaux, Voilà, oui. Donc nous connaissons l'ampleur du problème. Très bien. Alors, M. Agbové Pascal, c'est vrai, nos élus ou alors les conseillers municipaux ont été donc élus il y a cela près de 3 mois déjà, mais la phase opérationnelle de leur action n'est pas encore présente sur le terrain. Mais ce qu'on sait, c'est que les délégations spéciales ont déjà rendu les clés de l'administration. Alors, quel est le délai légal selon la loi pour que ces élus commencent par exercer en tant qu'élus locaux? Mais comme vous le savez, les conseillers municipaux ne sont pas des personnes nommées, ils sont des citoyens élus par leur base et donc
Après leur élection, après la proclamation des résultats définitifs, ils ont 60 jours au plus pour mettre en place leur bureau exécutif, c'est-à-dire élire le maire et ses adjoints. Et à partir de cet instant-là, les conseils municipaux peuvent commencer par travailler. Les conseils municipaux peuvent commencer par travailler parce que dans la loi, il n'y a pas d'autres dispositions, mais d'autres formalités pour permettre aux conseils, aux élus de commencer par travailler. Maintenant, si les nouveaux maires élus nous disent qu'ils n'ont pas encore le local ou bien les infrastructures pour travailler, jusqu'à ce on pourrait leur donner raison, mais rien ne les empêche. Ils n'ont pas encore dit, M. Kelebou n'a pas encore dit qu'ils n'ont pas encore le local. Parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Non, il a dit, je voudrais qu'il rectifie cela, parce qu'il m'a dit qu'ils n'ont pas encore le pouvoir. Alors, quand est-ce qu'ils auront le pouvoir? Ils attendent une autre nomination du chef de l'État ou bien du ministre de l'administration territoriale. Ce qui met dans le pouvoir, il aura le temps de nous le dire tout à l'heure. Justement, parce que je voudrais qu'on clarifie ça. Les maires et les conseillers municipaux ne peuvent pas nous dire à cette étape-là qu'ils n'ont pas le pouvoir. Qui va leur donner le pouvoir? Comment le pouvoir est transmis au conseil municipal? Vous avez souvenance de cette note du ministre de la décentralisation, M. Boukwesi, demandant aux maires d'attendre un peu que leur nom soit publié au journal officiel, c'est fait ou pas? Et cette disposition, même cette mesure, c'est précisé dans quel article, c'est quel article de la loi? Alors, une fois qu'ils sont élus par leurs citoyens, une fois que le préfet a convoqué la première réunion et les maires ont procédé à l'élection de les conseils municipaux ont procédé à l'élection de leur bureau exécutif. Alors, quelle autre disposition de la loi parle d'autres formalités devant conférer le pouvoir aux conseillers municipaux? Nous avons cherché ça dans la loi. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé un article comme ça. Donc, nous disons que si nous voulons nous baser juste sur la loi, une fois que les conseillers municipaux ont déjà élu leur bureau exécutif, alors il leur appartient, puisqu'ils ont 2 mois au plus pour élaborer leur règlement intérieur. Et nous sommes aujourd'hui le 9, nous savons que certains conseils municipaux ont déjà épuisé, en fait, ont déjà élu leur maire, leur bureau exécutif, ça fait plus d'1 mois. Cela vous a dit qu'il leur reste quelques jours pour élaborer leur règlement intérieur. S'ils ne prennent pas la mesure de la situation, s'ils ne commencent pas par travailler pour élaborer leur règlement intérieur, ça veut dire qu'ils vont violer les tests. Ils ont 60 jours au plus pour finaliser leur règlement intérieur. Alors, jusqu'à quand ils vont commencer par travailler pour élaborer leur règlement intérieur? C'est ça la réalité. Donc, nous ne devons pas mettre les gens dans le doute. Quelle disposition de la loi aujourd'hui empêche les conseils municipaux de travailler après l'élection de leur bureau exécutif? Je n'ai pas encore trouvé ça dans la loi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Et quand on parle de la décentralisation, ça parle aussi de l'apprentissage de la démocratie locale. Ça veut dire le respect des tests. Alors aujourd'hui, nous sommes devant un fait. Les conseils municipaux n'ont pas encore commencé par travailler effectivement comme cela se doit. Pourquoi ils n'ont pas commencé leur travail? Vous ne pourrez pas répondre à ces questions naturellement. Mais je ne sais pas pourquoi les maires n'ont pas encore initié une rencontre avec les autres conseillers pour commencer par réfléchir sur le règlement intérieur. Très bien. Vous posez la même question que moi. Alors monsieur le maire agent de la commune de Baguida, est-ce qu'il y a une raison qui explique jusqu'à ce jour que les élus ne commencent pas encore à exercer ce qui est de leur droit? D'accord. Merci pour la question. Dans le cas de notre commune, d'abord, nous avons reçu un bâtiment qui est dans un état de délabrement très avancé. Je dis bien très avancé. Avec de l'eau qui coule, on dirait que le toit va tomber sur nous. Là, c'est un cas spécifique à votre commune. Oui, je ne parle que de ce que je connais. C'est cela. Nous n'avons pas de bureau. Il y a de l'eau à même le sol. En fait, nous avons besoin de 8 ou 10 millions à peu près, d'après l'expert qui est en train d'évaluer la situation, pour réhabiliter l'immeuble, pour qu'il soit utilisable. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, on va travailler, oui, mais on ne pourra pas travailler dans cet immeuble. On sera obligé d'aller chez nous ou alors de louer un autre endroit. Bon, en faisant ça, est-ce qu'on a le droit de le faire? Je ne sais pas, puisque normalement, l'État nous a donné un immeuble. Est-ce que sans l'autorisation de l'État, nous pouvons aller travailler ailleurs? Nous sommes sur la question. On a fait des démarches auprès de la préfecture. On nous a carrément refoulé.
ça c'est un fait. On n'a pas de budget, on n'a pas de véhicule, on n'a rien. On n'a pas de secrétariat, on n'a rien. On n'a pas de téléphone, rien. Alors, à ce jour, nous nous voyons dehors sous la paillote pour discuter, mais on est un peu bloqué. Les ressources... Vous avez souvent quand même des séances de travail, des séances de rencontres? Ah oui, bien sûr. À l'heure où je vous parle, il y a une permanence qui est peut-être sous l'arbre là-bas. On ne peut pas utiliser les locaux. C'est même dangereux pour notre sécurité. On a une permanence. C'est-à-dire, à l'heure où je vous parle, le maire doit être là-bas, peut-être avec d'autres collègues. Et nous sommes en train, en ce moment, d'organiser une réunion avec les autres conseillers municipaux pour voir comment avancer. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'on aura une transition. Nous ne savons pas les moyens qu'ils vont nous donner. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que notre commune a inondé, que les routes ne sont pas praticables et qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais on n'a pas de moyens ni logistiques ni financiers. Il n'y a que des hommes. Donc nous n'avons que notre intelligence, nos réunions, nos cerveaux, nos stratégies qui restent pour le moment théoriques. Donc c'est dans ces conditions que nous sommes en ce moment à Baguina. Monsieur Bouvet, comment vous analysez cette image? Mais écoutez, c'est une situation déplorable. Nous avons précipité l'organisation des élections municipales et malheureusement, on constate qu'après la proclamation des résultats, la prise de fonction des conseillers municipaux traîne. On ne connaît pas, on ne sait pas, on ne peut pas imaginer que dans le contexte dans lequel ces élections ont été organisées, dans la précipitation, ne devrait pas permettre aux gens, aux conseillers municipaux de prendre fonction. Alors ce que je voudrais dire à monsieur le maire adjoint, vous savez, dans la loi, quand vous référez à l'article 93, alors vous avez la possibilité d'organiser votre réunion en dehors de la mairie. Et la loi précise qu'une fois que vous avez trouvé le lieu, alors vous informez le préfet pour avis, c'est tout. Ça veut dire que normalement, vous devez vous réunir à la mairie, mais pour des cas exceptionnels, pour vous retrouver en dehors de la mairie. Donc, si vous estimez que le local qu'on vous a donné d'ici 1 mois, 2 mois, ne sera pas totalement réaménagé, en fait, habitable pour pouvoir faire le travail, vous pouvez trouver un autre endroit et aviser le préfet. On soumet cela au préfet pour avis, pour dire d'accord, selon les tests, alors nous avons trouvé cet endroit pour commencer par travailler le temps qu'on arrange la mairie. Puisque vous avez des délais réglementaires, c'est-à-dire vous avez au moins 2 mois, vous avez plus de 2 mois pour élaborer votre règlement intérieur. Si vous ne vous retrouvez pas pour travailler, comment vous aurez à travailler sur votre règlement intérieur? Donc ce sont des contraintes qui vous obligent parfois à prendre des initiatives. Je parle du conseil municipal. Il faut noter 2 choses. Il y a la mairie qui est l'administration municipale, mais le conseil peut se retrouver pour réfléchir, pour prendre des décisions. Maintenant, c'est au niveau de la mairie que vous avez du personnel, vous avez des techniciens pour faire le travail, mais si la mairie n'est pas encore aménagée tout ça, les conseillers peuvent commencer par se retrouver pour réfléchir. Parce que vous avez au moins le pouvoir. Si vous me dites que vous n'avez pas encore le pouvoir, cela m'étonnerait parce que je ne sais pas ce qui va vous conférer le pouvoir. Vous avez, la Cour suprême vous a proclamé élu, n'est-ce pas? Naturellement élu. Élu. Le préfet a reconnu ça, il vous a convoqué et c'est devant lui que vous avez procédé à l'élection du maire des adjoints. Bon, après ça, qu'est-ce que la loi prévoit encore pour vous conférer le pouvoir? Oui, M. Charles. Oui. Est-ce que la raison ne tient qu'aujourd'hui qu'à des faits logistiques? Ben, tout à fait. Parce que nous ne voulons pas rester dans la théorie. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont inondés. N'ayant pas les moyens de louer des catapilaires, des engins pour arranger ces sites-là, quel pouvoir avons-nous? Bon, on a le pouvoir peut-être sur papier, mais la vérité, c'est que c'est les moyens qui donnent le pouvoir de pouvoir agir. Alors, quand on dit on n'a pas le pouvoir, oui, on n'a pas les moyens de trouver des solutions pratiques aujourd'hui aux problèmes immédiats que les populations ont. Les tests nous donnent peut-être le pouvoir, mais on n'a pas les moyens logistiques, on n'a pas vraiment le pouvoir financier pour pouvoir résoudre les problèmes que l'on connaît sur le terrain alors, à la minute là, où on est. Voilà, quand je parle de pouvoir, c'est ça. C'est de ce pouvoir. Voilà. Alors, M. Bouvet, est-ce que la loi comment dirais-je, que prévoit la loi par rapport à l'autonomisation des conseillers municipaux ou alors des mairies à agir dans ces contextes clés? Les collectivités territoriales ont une personnalité morale, elles ont une autonomie de gestion financière, donc ils disposent, les collectivités ont leurs propres ressources.
Maintenant, l'État a l'obligation. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, nous parlons de la prise de fonction des conseillers municipaux. Et l'autre chose parle des actions des conseillers après avoir pris fonction. Donc, actuellement, je me dis qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce que la note du ministre demandant au préfet de dire aux conseillers d'attendre la proclamation, en fait, la publication de leur nom dans le journal officiel, est-ce que cette note est toujours d'actualité ou bien c'est déjà passé? Parce que c'était dit juste qu'on n'a qu'à attendre la publication de leur nom dans le journal officiel. Est-ce que ce n'est pas encore fait? Est-ce que votre nom n'est pas encore publié dans le journal officiel? C'est un fait. Maintenant, si c'est fait, bon, ça veut dire que logiquement, ils ont le droit de commencer par se réunir. Je ne trouve pas une disposition de la loi qui empêche les conseils municipaux de commencer par se retrouver. C'est-à-dire de commencer par faire leur travail. C'est l'ensemble des conseils. Non, une chose est de se retrouver, une chose est de travailler, d'agir sur un L'État a besoin l'obligation, précis, je vais vous etc. dire, l'État a l'obligation de faire un inventaire des compétences qu'il veut confier aux collectivités dans chaque commune. Et la loi dit, à l'article 310, que l'État doit transférer concomitamment, c'est-à-dire les mêmes ressources qu'il utilisait pour gérer ses compétences aux collectivités pour le bon fonctionnement, pour l'exercice de leurs compétences. Ça veut dire que tout ce que l'État faisait dans les communes et qui aujourd'hui sont transférés aux collectivités, l'État doit évaluer le coût de ces activités et confier le même montant aux conseils municipaux. Ce travail doit être fait. Ce travail doit être fait. Et quand nous lisons la loi, nous lisons l'article 303 de la loi et l'article 309 de la loi dit que l'État a l'obligation de transférer des ressources aux collectivités pour l'exercice de leurs compétences. Si vous voulez, comme nous sommes dans une émission éducative, je me permettrai de lire rapidement quelques dispositions de la loi à nos téléspectateurs. L'article 303 de la loi dit que quoi? Les compétences transférées aux collectivités territoriales requièrent de l'État des mesures d'accompagnement concomitantes en matière de ressources humaines, financières et matérielles. L'article 309 de la loi dit quoi? 309 de la loi dit l'État met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Cela voudra dire qu'après les élections locales, après l'élection du bureau exécutif du conseil municipal, l'État a l'obligation de donner les moyens qu'il faut au conseil municipal pour l'exercice de leurs compétences. Et quand nous lisons l'article 310 de la loi, je le lis, l'article 310 de la loi dit que les ressources attribuées aux collectivités territoriales sont au moins équivalentes aux charges supportées par l'État à la date du transfert des compétences. Premier alinéa. Deuxième alinéa dit toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités territoriales du fait des modifications par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée par des ressources faisant l'objet d'un montant équivalent. Ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, les conseils municipaux sont en place. Et l'État a l'obligation. Puisque c'est l'État qui a décidé de faire la décentralisation. Donc les populations ont déjà choisi leurs représentants locaux qui sont chargés maintenant de gérer les affaires locales. Et l'État a l'obligation de leur donner les moyens humains, matériels et financiers pour que les élus locaux, les conseillers municipaux puissent faire leur travail. Et c'est à cette étape que nous sommes. Donc, je me dis que dire que les conseils municipaux ne devaient pas prendre fonction, ce n'est pas... D'abord, nous n'avons pas appris ça. Je ne sais pas quelle note a parlé de ça. Mais aucune décision ne sera prise en contradiction avec la loi. Que ce soit le ministre, que ce soit le préfet, que ce soit les élus même, tout ce que chacun doit faire doit être conforme à la loi. Et donc, nous qui sommes venus ici, nous n'inventons rien. Nous parlons en lisant les articles de la loi. Maintenant, s'il y a d'autres réalités qui amènent une certaine partie prenante à prendre certaines décisions, alors il faudrait que cela nous soit clarifié en accord avec la loi. Très bien. De façon pragmatique, Monsieur Chala Kelebro, vous êtes maire adjoint de la commune de Baguida. Le maire est là. Est-ce que, de façon précise, est-ce que vous avez déjà pris fonction? Vous savez, c'est une question délicate, dans la mesure où il nous a été signifié, du moins verbalement, qu'il y aura officiellement une prise de fonction. C'est ce qui nous a été dit, ça. Et que ça se fera bientôt.
Bon, il nous a aussi été donné, je crois, 5 tables, 10 chaises et 3 ordinateurs qui sont au magasin. Et c'est ça. Bon, quand je dis oui et non, oui, parce qu'aujourd'hui, officiellement, nous sommes qui nous sommes. Mais dans la pratique, c'est que, à moins que nous ne dépensions nous-mêmes nos moyens pour louer d'autres locaux, on ne voit pas comment on peut se mettre à travailler d'une façon convenable. Et ce dont parle M. Abouvé, c'est qu'il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas une harmonie parfaite entre ce que la loi dit et ce qui se fait. C'est la pratique. Hein. Donc, si nous restons uniquement dans le siège de la loi, dans le siège de la loi, nous allons naviguer virtuellement. La réalité du terrain est que, oui, on a 5 bureaux là, de secrétariat, des fauteuils, enfin des chaises, et puis c'est tout. C'est nous-mêmes qui tenons la permanence à notre mairie. Nous prenons le soin d'aller voir les uns et les autres dans notre commune pour nous faire connaître, pour un peu entendre leurs doléances. Mais au point de vue pratique, pour rassembler tout le monde, on se dit où est-ce qu'on va le faire? Et quand est-ce qu'on va le faire? Nous avions pensé que d'ici la fin de cette semaine, on nous aurait peut-être installé, mais c'est toujours pas fait. Bon, maintenant, il faut aussi qu'on se protège. Parce que on ne veut pas aussi entreprendre des actions qui pourraient amener l'État à nous créer des problèmes, disant qu'on va au-delà de nos droits. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas naviguer à vue. Il faut qu'on sache où on met les pieds. C'est un peu notre situation. Oui, ce que monsieur le maire adjoint vient de dire, je vais lire quelque chose. Ici, j'ai le décret numéro 219-087. PR portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux et fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil municipal. À son article 4, nous lisons ceci. Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans un délai de 2 mois qui suivent sa première réunion. Alors, voilà la première phrase. On dit, donc, depuis le 15 août, je crois que tous les communes, tous les conseils municipaux ont élu leur bureau exécutif. Donc, presque 1 mois, le travail n'a pas commencé. Est-ce que vous êtes sûr de respecter cette disposition des tests? Vous voyez, le vrai problème, est-ce que l'État est en train de respecter la loi? Parce que si l'État respectait la loi, on serait déjà... Nous sommes dans quel pays, monsieur le maire? Mais écoutez, vous savez, monsieur le journaliste, vous savez, ce que nous disons est d'une importance capitale. On ne peut pas faire les choses dans le cafouillage. C'est-à-dire que ce test que je suis en train de lire, c'est l'État qui l'a fait. Et l'État, en tant qu'État responsable, est appelé à respecter ces tests-là. Et je ne doute pas que les autorités compétentes ont cette volonté de violer ces dispositions. Maintenant, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait? Parce que vous avez 2 mois pour élaborer le règlement intérieur. Que jusque-là, après 1 mois, rien n'est fait. Est-ce que vous êtes sûr de tenir dans le temps? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons pris les dispositions qu'il faut pour avoir les éléments importants avant de rassembler les uns et les autres, les conseillers. Mais nous sommes en train de travailler au niveau du bureau exécutif pour avoir une proposition de règlement qu'on pourra exposer aux conseillers municipaux. Mais c'est vrai aussi que nous avions pensé que peut-être que d'ici la fin de cette semaine, on aurait eu officiellement la transition. On ne l'a pas eu. Mais nous travaillons au niveau du bureau exécutif. Très bien. Je tiens à rappeler à nos chers téléspectateurs que les contacts que vous avez en bas de vos petits écrans ne sont pas pour appeler. Vous savez bien si le faire. Les messages que vous envoyez nous permettent de vous envoyer plus d'éclaircissements dans cette émission. Pas d'appel, les messages WhatsApp et les messages traditionnels bien évidemment. Et nos intervenants sont ici pour répondre à vos différentes préoccupations. Monsieur Abouvé Pascal, je vais croire que la population aujourd'hui donne déjà un mandat actif aux conseillers municipaux, vu les besoins qui sont déjà sur le terrain. Et on attend les conseillers municipaux de réagir par rapport à cela. Je vous donne juste un petit exemple, une expérience que j'ai vécue la dernière fois lorsqu'il pleuvait, et puis tous les quartiers pratiquement de Lomé inondés. Eh bien, les habitants d'un quartier, en fait, d'une commune, se sont empressés pour sortir un conseiller, une conseillère
municipal de sa maison pour venir voir ce qui se passe dans d'autres maisons inondées. Ça veut dire qu'on l'interpellait en fait sur ce fait. Alors qu'en réalité, officiellement, cette conseillère n'avait pas encore un mandat, un pouvoir, selon M. Akereboro, d'agir pour répondre à ses besoins. Pour répondre à cette question, je m'avais posé une autre. Quand est-ce que le mandat des conseillers municipaux élus lors du scrutin du 30 juin 2019 commence? Est-ce que c'est le jour où il y aura passation de service entre eux et les membres de la délégation spéciale sortant? Vous êtes expert, quand est-ce que ça commence? Voilà, c'est la question. Pour nous, du mois où la Cour suprême a proclamé les résultats définitifs, ça veut dire que l'État, juridiquement, qu'on a reconnu qu'ils sont élus. Vous comprenez un peu. Et donc, ils ont déjà le pouvoir, à mon avis. Ils ont déjà le pouvoir. Quel pouvoir sans moyen? Non, vous parlez de moyens, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent répondre au nom de leur commune? Bien évidemment, d'autant qu'ils sont déjà élus. Le maire et le conseil. Voilà, c'est la question. S'ils peuvent répondre, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir d'agir. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'ils ont les moyens d'agir? C'est deux choses différentes. Le pouvoir est différent des moyens. Et je viens de lire que les premiers moyens dont les conseillers, les premiers moyens qui sont prévus par la loi, c'est les moyens que l'État devait mettre à leur disposition. Qui ne sont pas encore en place. Voilà, donc nous nous interrogeons, est-ce qu'ils ont commencé, est-ce qu'ils ont le pouvoir d'agir au nom de leur commune? Nous disons que selon la loi, c'est oui. Maintenant, quelles sont les initiatives qui sont en train d'être prises, qui sont prises à leur niveau? S'ils n'ont pas encore pris des initiatives, ils attendent toujours les cérémonies officielles de passation de services. Ça aussi, c'est autre chose. Et maintenant, l'autre chose, c'est de voir est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui pour mettre en œuvre leur politique ou bien pour faire fonctionner leur administration ou bien réaliser un certain nombre de projets à l'endroit de leur population. C'est une autre question aussi. De toutes les façons, monsieur Charles, eh bien, avant d'intervenir, je vais partager cette question d'un téléspectateur avec vous. Monsieur Charles Kereboro, je suis monsieur Ernest, voilà. Pendant les campagnes, beaucoup de choses nous avaient été promises, telles la construction des marchés, l'hôpital, mais aujourd'hui, vous n'avez même pas encore pris fonction. Quand est-ce que ces choses pourront véritablement avoir lieu? Bon, il faut que notre ami comprenne que, d'abord, nous n'avons, même si, comme le dit M. Agbouvé, on a pris fonction, on n'a pas encore vraiment, moi je le répète encore une fois, le pouvoir de décision. Pouvoir parce que, prenez le cas par exemple d'un ministre nommé. Il ne peut pas prendre des initiatives tant qu'il n'y aura pas de transition. Vous voyez, c'est un peu dans ce cadre-là. Nous n'avons pas encore les moyens de prendre de décisions officiellement. Puisque quand vous allez, par exemple, c'est un exemple que je donne avant de revenir à l'histoire de l'hôpital, les légalisations, etc., tout ce qui est payé, ce n'est pas nous qui recevons les recettes. Ça va toujours où ça allait avant. Donc, bon, on existe, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore en mesure de poser des actes. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, pour les promesses de campagne, il faut qu'on ait les moyens. On n'a pas encore perçu de taxes d'habitation. On n'a pas reçu de subventions de l'État. Nous n'avons pas encore reçu de subventions exogènes. Nous n'avons rien. Donc aujourd'hui, moi je n'aime pas mentir, hein, dire qu'on a les moyens de construire X ou Y serait de la fabulation. Nous aurons les moyens et quand on les aura à ce moment-là, on se mettra au travail. Il y a ce problème d'inondation qui est très important pour notre commune. On n'a pas de route. Vous savez, la seule route qui est à Baguida, c'est la route qui part de Lomé jusqu'à Anéro. Bon, il y a ce problème. Quand vous allez à Tamani, à Mayakopé, etc., les gens sont inondés. Donc il y a ces défis-là qui sont très importants. Nos hôpitaux n'ont pas assez de médicaments, pas assez de moyens. Donc on a beaucoup de défis. Oui, on en a. Mais quand on aura les moyens, on verra. Donc pour ceux qui ne savent pas, Baguida, hein, l'ancienne capitale, la vieille capitale, hein, première capitale du Togo, ouais. L'ancienne capitale du Togo, ouais. Véritablement trouve sa bonne place sous les eaux, là,
si vous pourrez faire un tour, c'est les flaques d'eau qui vous accueillent naturellement. Eh bien, c'est dans cette commune que Monsieur Charles Akereboro est donc maire adjoint. Alors, est-ce que les conseillers municipaux peuvent entrer en fonction sans la transition véritable, Monsieur Agové? Oui, une fois qu'ils sont élus, ils peuvent commencer par travailler. Quand vous parlez de transition, cela voudra dire que ceux qui géraient les affaires municipales doivent maintenant transférer leurs compétences, leur savoir-faire. Voilà, rendre effectivement les dossiers. Et je crois que c'est une question assez pertinente. Nous avons analysé cela et dans le temps, nous avons fait des propositions, mais nous ne sommes pas toujours écoutés. Nous ne pensons pas que la manière dont le transfert des matériels, des ressources humaines ont été faits, en fait, le transfert a été fait, ce n'est pas la bonne manière. Pas la manière dont cela a été fait, ce n'était pas bien. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, on a affecté le personnel des administrations municipales ou bien de la délégation spéciale de préfecture. Tout, on les a affectés, les matériels, alors que les nouveaux n'ont pas encore pris fonction, c'est-à-dire n'ont pas encore mis en place leur administration. Si aujourd'hui les citoyens ont besoin de certains services, vous voyez que c'est difficile. Ils devaient normalement, en tenant compte du contexte actuel togolais, le ministère ou bien l'État devait prendre des mesures pour que les anciennes administrations soient maintenues pour un temps, que les nouvelles prennent fonction. Ça peut être peut-être quelques jours, quelques semaines, pour que au moins le service minimum. Ok, vous comprenez un peu. Aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, les nouvelles administrations n'ont pas encore pris fonction. Je ne sais pas. Il y a un problème au niveau de Lomé spécialement. Quand je prends le cas d'autres communes comme Tchévier, l'administration, la mairie de Tchévier existait, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on avait une seule commune, une seule mairie avec quelques arrondissements. Aujourd'hui, la préfecture du Golfe a plusieurs communes, ainsi que la préfecture d'Agoué. Et on a réparti le personnel de ces administrations au niveau des nouvelles mairies. Alors qu'au niveau de ces services, on avait peut-être des agents qui occupaient un seul poste. Et donc, c'est la seule personne qui avait les compétences dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si on l'a fait dans une autre commune, et les autres communes auront quelles ressources humaines pour pouvoir faire le même travail. Ça veut dire qu'il y aura déficit de compétences au niveau du personnel. Donc, on aurait pu gérer cette question d'une manière à ce que les administrations nouvelles puissent vraiment bénéficier de l'expertise des anciennes administrations pour permettre une meilleure offre de services aux citoyens. Mais cela n'a pas été fait de cette manière. Nous savons que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour rendre effective cette décentralisation, mais il va falloir qu'il y ait plus d'échanges, plus de concertation avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir bien réussir cette phase de transition. Donc c'est très capital. Si on ne le fait pas très bien, nous risquons d'avoir des déficits en termes de qualité d'offre de services au niveau des nouvelles administrations municipales. Monsieur Charles, quelle est la pression aujourd'hui que vous subissez de la part de vos mandataires ou alors de la population? Oui, il y a beaucoup de pression. Quand nous allons à la mairie tous les jours, il y a des gens qui viennent pour légaliser. On dit on n'a pas encore les moyens de légaliser. Des gens qui viennent pour des actes, des doléances, etc. On n'a pas encore les moyens de le faire. Donc nous, les gens comprennent. Les gens comprennent que nous avons toute la bonne volonté d'aider, mais on n'a pas les moyens. Donc on leur dit d'être patients et puis au moment venu, on fera le nécessaire. Vous savez, on n'a aucun dossier, on n'a reçu aucun dossier. Il aurait été peut-être judicieux de nous envoyer peut-être des dossiers à étudier, parce qu'il y a quand même des dossiers sensibles, lire des choses, comprendre certaines choses avant même que la transition soit faite. Mais là, on n'a rien. On nous a donné des chaises, des machins comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc voilà les conditions dans lesquelles nous évoluons. Très bien. Alors, M. Agové Pascal, aujourd'hui, parlant de la décentralisation, il y a aussi une question administrative. Mais les tribunaux administratifs ne sont pas véritablement encore en place. Reste à savoir quand est-ce que toutes ces dispositions seront prises pour véritablement faire marcher le processus de la décentralisation. Que dit la loi? C'est une bonne question. Parfois, je suis dépassé par les événements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du ministère ou bien au niveau du gouvernement.
je ne pense même pas que le fonds d'appui aux collectivités territoriales est effectivement mis en place. Parce que ce fonds-là, c'est à travers ce mécanisme que l'État aura à donner des moyens aux collectivités territoriales. Les dotations de l'État seront gérées par ce fonds. Ce fonds n'est pas, à ma connaissance, n'est pas tellement opérationnel. Bientôt, les conseils municipaux vont commencer par travailler. Il y aura éventuellement quelques conflits entre eux et les représentants du pouvoir central. Les conflits qui ont déjà commencé. Et maintenant, est-ce que nous avons les tribunaux administratifs? Ou du moins c'est les chambres administratives pour gérer ces questions-là? Est-ce que les juges qui seront nommés à ces postes maîtrisent aujourd'hui, sont bien formés pour bien gérer ces problèmes? Je crois que l'État a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, à ma connaissance, je ne sais pas si les secrétaires généraux des différentes mairies sont déjà nommés par le ministre. Parce qu'il faut les conseils municipaux, c'est-à-dire les exécutifs, c'est-à-dire le maire a besoin de ce technicien, de cet administrateur pour la gestion des affaires de la mairie. Donc, disons qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'État. Nous ne savons pas si c'est pour cette raison que le processus traîne. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, cela devait être communiqué directement au conseil élu que, voilà, normalement, vous devez prendre fonction, mais compte tenu de telle raison, le gouvernement vous demande d'attendre et nous sommes en train de faire ceci. Et là, un timing sera proposé au nouveau conseil élu. Je crois qu'il faut communiquer. Nous avons toujours souligné qu'il y a trop de déficit de communication autour de ce processus. Donc, ces tribunaux devaient être mis en place pour faciliter le règlement des conflits éventuels qui seront nés entre les conseils élus et les représentants du pouvoir central. Monsieur Abové, un téléspectateur vous reproche du fait que vous faites trop référence aux lois, connaissant bien le contexte togolais. Que répondez-vous? Oui, en tant que bon citoyen, je ne peux que faire référence aux tests, parce que les tests sont faits pour nous protéger. Aujourd'hui, je ne peux rien dire en dehors des tests que j'ai sous la main. On ne peut rien inventer. On ne peut rien inventer. C'est l'État qui organise la décentralisation, c'est l'État qui a pris les tests pour nous dire en tant que citoyen, je vais faire la décentralisation, voilà les règles sur lesquelles nous allons marcher pour faire cela. Voilà les règles, les principes à respecter, voilà les dispositions qu'on a prises pour vraiment faire le travail. Donc, nous qui sommes là pour accompagner les efforts du gouvernement ou bien de l'État, nous ne pouvons que nous inscrire dans la dynamique, en fait, dans la logique des tests qui sont écrits par l'État même. Très bien. Monsieur Akerobourou, un téléspectateur voudrait bien savoir, maintenant que vous êtes élu, est-ce que vous avez été formé par rapport à la fonction qui vous est dévolue? Tout à fait. Nous avons d'abord, je remercie ce téléspectateur pour la question, parce que je pense que notre équipe était la première à être formée. Et d'ailleurs, nous avons avec nous notre formateur, donc nous étions prêts avant tout le monde. Mais je veux revenir sur une question, c'est que si nous nous mettons en tant que conseil municipal à nous réunir, est-ce que si on se réunit sans le secrétaire général, est-ce que ce qui sortira de cette réunion sera valable ou pas? Parce que la loi nous dit normalement que le secrétaire général doit assister aux délibérations du conseil municipal. Cette question, c'est à M. Abové. Nous disons que l'État qui fait la décentralisation doit prendre des mesures pour clarifier les choses. Les élus, la loi dit qu'après l'élection du bureau exécutif, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers doivent travailler pour élaborer le règlement intérieur du conseil dans un délai de 2 mois. Et la loi n'a pas d'autres formalités en tant que formelle, en tant que telle. Pour l'instant, on n'a pas le secrétaire en question. Oui, c'est ça. Et je l'ai dit je vous ai dit tout à l'heure que, à ma connaissance, je n'ai pas encore appris ou bien je n'ai pas lu la liste des secrétaires généraux des différentes mairies. Cela vous a dit que l'État ne l'a pas encore fait. Donc la question qu'il nous pose, est-ce que leurs décisions seront valables? Naturellement. Écoutez, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, je crois qu'un jour le secrétaire général peut être malade, le secrétaire général peut être absent, et si on essaie de se réunir, ils vont se réunir. Et si le secrétaire général n'est pas présent à leur séance là, parce que cela voudra dire que le jour là, leurs décisions ne seront pas valables. C'est ça. Donc ça, c'est une question de droit.
Je ne veux pas trop m'appesantir sur cette question, mais j'invite vraiment les conseils municipaux, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers, à prendre des initiatives. Cela Ils n'ont dénote pas en quelque besoin sorte forcément, ou qu'en du moins de manière informelle, ils doivent commencer réalité, par travailler de d'une façon manière... formelle, Oui. le conseil n'a pas encore pris fonction alors. Oui, comme je vous le dis, nous parlons de cérémonie de passation de service. Mais quand nous lisons la loi, C'est pas une cérémonie de façon pratique parce que sans le secrétariat général. Vous savez, je vous dis que le cas de Lomé est un cas particulier, il faudrait que l'État essaie de clarifier cela. Vous savez que nous n'avons pas une mairie qui représente la mairie centrale que nous avons aujourd'hui. Cela veut dire que nous avons plusieurs mairies émanant de la mairie centrale que nous avons aujourd'hui. Donc, de manière spécifique, on peut dire que cette prise de fonction, d'abord, devait être étudiée. Parce que le seul maire aura à transférer, je crois que le maire de Lomé, le président de délégation spéciale de la commune de Lomé aura à faire la passation de service à 5 maires. Et le président de délégation spéciale de la préfecture du Golfe aura fait la passation de service à 8 maires. Puisque le président de délégation spéciale de la préfecture gérait la préfecture d'Agoué. Donc on a 6 communes là-bas. Et 2 communes du Golfe, c'est-à-dire Golfe 7 et Golfe 6, faisant partie de la préfecture, alors le président de la délégation spéciale du Golfe, M. Aboka, par exemple, aura fait la passation de service à 8 maires. Oui. C'est ce qui sera fait. Donc, pour nous, il est important d'étudier cette question de prise, en fait, de passation de service. Mais je dis encore une fois que les conseillers municipaux doivent prendre des initiatives parce que si la passation n'est pas faite dans un délai de 2 mois, si les choses traînent et que d'ici 2 mois, cette passation de service n'est pas faite, qu'est-ce que les conseillers vont faire? En se référant au test, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout rester dans le vide comme ça? Très bien. Je crois que l'État, le gouvernement doit nous clarifier la situation. Ils vont rester comme ça parce qu'ils ont des contraintes réglementaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est cela. Eh bien, M. Akayaboro, en vous écoutant, on a comme l'impression que vous attendez, ou alors que les conseillers municipaux attendent le gouvernement pour satisfaire ou alors répondre aux attentes selon les promesses faites lors des campagnes. Mais au cours des campagnes, on n'avait pas cette idée de la chose. Oui. Vous savez, même notre pays, au plan, quand je parle du gouvernement central, si vous formez un gouvernement et vous n'avez pas toute la logistique, les moyens financiers, vous n'avez pas tout ce qui vient avec un gouvernement, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, un gouvernement local, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais on n'a aucun moyen, on n'a aucun matériel roulant, on n'a même pas de stylo. Tout ce que nous avons, c'est nous, et ce qui nous appartient, nous, individuellement, personnellement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour résoudre les problèmes urgents? Voilà, on ne peut que écouter, mettre des stratégies en place, et c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas encore de moyens logistiques, financiers, matériels, rien. On n'a rien. On a hérité, même pas hérité, on nous a donné, on nous a loué un bâtiment totalement vétuste, en état de développement avancé, qui va nous coûter de l'argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir à cette chose-là, à cette question, c'est qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'harmonie entre ce que la loi dit et la réalité. Parce que si on se met seulement en ligne on se met sur la loi, là, ce que la loi dit, on se trompe. S'il n'y a pas d'harmonie entre ce qui est écrit et ce qui se fait, la vérité, c'est qu'on aurait dû être déjà investi, on aurait dû avoir des moyens, et là, avec toutes les pluies qu'il y a eu ces derniers temps, on aurait commencé peut-être par aider les gens à sortir de l'eau. Mais malheureusement, nous n'avons aucun moyen. Nous n'avons rien. Et donc, oui, les promesses se tiennent. On fera le nécessaire dès qu'on pourra. Pour l'instant, on n'a rien. Merci. Alors, M. Abouvé, au vu de tout ceci, est-ce qu'on peut véritablement dire que le Togo est prêt pour la décentralisation? Ben, je dirais que quand on parle de processus, cela voudra dire qu'il y a plusieurs étapes. Nous sommes à une étape importante de notre décentralisation.
et notre processus de décentralisation. Donc, je pense que il suffit juste d'avoir la volonté et de pouvoir coopérer. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait comprendre que lui seul, il ne peut plus régler certaines questions. Il faudrait que le secteur privé et la société civile soient associés parce que c'est un sujet d'intérêt national. Donc, le ministère fait beaucoup d'efforts, mais lui seul ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tests, plusieurs tests que le ministère devait proposer au Parlement. Mais ces tests, à ma connaissance, ne sont pas encore votés, ne sont pas encore soumis au Parlement pour étude. Donc, le ministère seul est sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, il y a question de renforcement de capacité à faire de formation, mais de renforcement de capacité des nouveaux conseillers élus. Mais tout ça, le ministère a beaucoup de choses. Donc, le ministère a besoin d'être accompagné. C'est pour cette raison que nous sommes là pour faire certaines choses dans le sens d'aider les conseillers à avoir ce qu'il faut pour pouvoir bien faire le travail. Donc, c'est une question de volonté avant tout. Et je voudrais dire aussi à notre maire adjoint que les conseillers ne doivent pas attendre tout de l'État. L'État ne pourra pas leur donner tous les moyens pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Il va falloir qu'il y ait plus d'initiatives au niveau du conseil municipal pour la mobilisation des ressources endogènes et la mobilisation des ressources exogènes pour la mise en œuvre des projets devant répondre aux besoins de la population. Vous voulez donner quelques exemples d'initiatives à prendre au niveau des d'abord, la première action que les conseillers pouvaient mener, d'abord la sensibilisation des citoyens pour comprendre d'abord l'importance de la décentralisation, pour que les citoyens soient prêts à les soutenir dans leur politique de développement. Parce qu'ils ont besoin de la contribution de ces citoyens en termes de compétences, en termes de ressources pour la mise en œuvre des projets. Donc si les citoyens ne comprennent pas que les choses ont changé et que l'État ne viendra plus faire tout pour eux et que désormais ils doivent coopérer avec les conseils municipaux, alors les choses ne vont pas bouger. Il faudrait qu'ils puissent mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources endogènes et exogènes. Et là, nous sommes là pour les accompagner parce qu'il y a une façon de le faire pour avoir des ressources propres. Ce que l'État leur donnera servira essentiellement à l'administration, au fonctionnement. Mais pour les grands projets communaux, je ne pense pas que les conseillers devront attendre toujours le financement de l'État. L'État même n'en a pas assez. Donc ne comptez pas trop sur l'État, comptez plus sur vos ressources propres. Et pour que vos ressources propres soient bien mobilisées, il va falloir que les citoyens comprennent d'abord l'importance de la décentralisation. Il faudrait que vous ayez la capacité de bien faire les projets. Il vous faut aussi arriver à mobiliser l'ensemble des forces vives locales pour soutenir votre action. Si vous ne procédez pas de cette façon, vous serez à la mairie, mais vous n'aurez pas les moyens qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins de vos populations, des populations de votre commune. Donc, il y a un secret aussi. Il faudrait que les nouveaux conseils municipaux puissent mettre en place une administration efficace. Il vous faut une bonne équipe de travail. Parce que vous, les conseillers municipaux, vous n'êtes pas des techniciens qui seront chargés de gérer les affaires de la municipalité. Donc, il vous faut une bonne équipe. C'est pour cette raison que vous ne devez pas recruter des gens par fantaisie ou bien recruter des gens par affinité. Vous risquez d'avoir une mauvaise équipe qui ne pourra pas vous aider véritablement dans votre mission. Donc, recrutez des gens en fonction des compétences et mettez en place pour mettre en place une administration efficace. Et maintenant, avec l'appui de certains spécialistes, vous aurez à mettre en place de bons programmes devant vous permettre de répondre efficacement aux besoins de vos populations. Monsieur Akereboro, est-ce qu'aujourd'hui la population adhère véritablement à ce processus de décentralisation tel que vous le représentez? Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, les actions que nous menons consistent principalement à mettre en place des stratégies et à faire des visites. Nous visitons les gens, on a visité des CMS, on visite la commune. C'est comme ça que nous avons su que nous avons une partie de notre commune inondée. Et on discute avec les gens. Les gens comprennent et nous font confiance parce qu'on est comme eux. Ils se voient en nous. Ce n'est plus le gouvernement central qui envoie des fonctionnaires. Non, c'est des gens, des résidents qui sont avec eux. Donc, ils nous comprennent. Quand on discute, ils comprennent la situation. Et concernant les ressources, oui, nous avons pensé
à mettre en place une stratégie pour effectivement avoir des ressources exogènes et endogènes. Nous avons malheureusement, parlant des ressources endogènes, la taxe d'habitation qui a été mal, à mon avis, mal formulée par le législateur togolais, où quand on a plus de 55 ans, on ne paye plus de taxe d'habitation. Une aberration incroyable, sachant que la plupart des jeunes qui ont moins de 55 ans n'ont pas les moyens d'avoir de grandes maisons, etc. C'est à partir d'un certain âge qu'on est financièrement bien assis. Malheureusement, la position du législateur sur la question ne nous favorise pas. Mais bon, j'espère que la sagesse sera que ça sera changé plus tard. Mais oui, nous travaillons. Hein. On n'est pas peut-être visible comme ça, mais nous nous réunissons tous les jours. Pas tout le conseil municipal, mais le bureau exécutif se réunit tous les jours pour réfléchir sur toutes ces questions. Donc, on est actif. Très bien. Monsieur Abouvé, eh bien, la situation est-elle aujourd'hui? Quelle lecture la communauté internationale ou alors la classe des diplomates aura de ce processus tant entendu du Togo? Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par la communauté internationale. Nous parlons du développement du Togo, vous parlez de la communauté internationale. Nous connaissons bien les réalités de notre pays. Et si nous avons la volonté de bien faire, ce ne sont pas des étrangers qui viendront travailler à notre place. Nous parlons aujourd'hui du développement communautaire ou bien développement local. Allez dans mon quartier. Vous avez compris le lobbying qui a été fait autour de ce processus. Justement, je demande à chaque citoyen de s'impliquer dans ce processus. Il n'appartient pas normalement aux étrangers de venir dire à nos gouvernants de faire les élections locales. C'est à nous de leur dire, nous vous avons mandaté, mais nous constatons que vous êtes un peu... c'est la réalité, monsieur Gouverneur. Oui, je suis d'accord. Nos dirigeants savaient qu'à un moment donné, leurs actions n'arrivaient plus à répondre efficacement aux besoins des populations à la base. Et qu'est-ce qui leur coûtait d'organiser les élections municipales pour permettre aux citoyens eux-mêmes de se prendre en charge, de s'organiser à la balle pour régler un certain nombre de problèmes qui les concernent? Ça devait être le bon sens. Et donc aujourd'hui, si les décideurs ont accepté que ces élections locales soient organisées, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Ça devait être une bonne nouvelle pour les citoyens de s'approprier le nouveau concept de gouvernance, pour pouvoir apporter leur contribution. Maintenant, les gens se mettent à l'écart en étant toujours pessimistes. Oh non, vous savez, avec ces gens-là, rien ne va changer. On vous donne le pouvoir. La loi dit que quoi? La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. On nous donne désormais le pouvoir de nous organiser à la base pour pouvoir régler nos problèmes. Et nous avons élu des gens qui sont proches de nous, avec qui nous pouvons composer. Je pense que la communauté internationale est en train de faire un travail intéressant pour amener nos dirigeants à comprendre l'importance de ce sujet. Je ne dirais même pas que c'est eux qui ont amené nos gouvernants à connaître l'importance de la décentralisation. Nos gouvernants comprenaient ça depuis. D'ailleurs, c'était prévu dans notre constitution. Cela vous a dit que ceux qui avaient rédigé la constitution savaient que c'était une bonne chose. Mais pourquoi cela n'a pas été rendu effectif? Donc aujourd'hui, pour nous, la communauté internationale a fait sa part et nous appartient en tant que citoyens togolais de faire notre part. Si nous n'agissons pas, nous ne nous levons pas pour agir, alors nous allons rester là-bas, continuer par nous plaindre et rien ne va changer. Monsieur Michel, Charles plutôt, à Kérémoro, maire adjoint de la commune de Baguida. Alors, quels sont encore aujourd'hui les grands chantiers qui vous attendent dans cette commune? Oh, nous avons beaucoup de chantiers. Vous savez, prenons par exemple l'éducation. Nous avons des salles de classe avec 100 élèves dans une classe. Je parle des écoles publiques, ce qui est une aberration. Donc, il faudrait réfléchir à faire en sorte que ces écoles-là puissent avoir par classe 40 maximum élèves par classe. Nous avons un problème au niveau de notre système de santé. Nous n'avons pas de médecins dans les CMS, c'est des assistants, on appelle assistants médicaux. Donc, ça veut dire que c'est pas ce que nous aurons souhaité. Nous n'avons pas d'ambulance. En d'autres termes, quelqu'un qui a une crise à 3 h du matin, s'il n'y a pas de taxi, la personne n'a aucune chance. Et puis, dans notre commune, je pense on doit avoir 2 ou 3 CMS. C'est très peu. Donc, il y a ce souci de santé où les gens doivent aller jusqu'à Baie pour se faire soigner, ce qui est un problème. Et nous avons un grand problème de chômage des jeunes. Il faut résoudre ce problème par la formation des jeunes. Et ça aussi, nous sommes vraiment
décidé à pouvoir aider nos jeunes, parce que tout le monde veut être des émigrants. Ce n'est pas avec les émigrants que nous allons bâtir notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les jeunes soient formés, qu'ils aient des métiers. À ce moment-là, quand les gens sauront que chez nous, il y a les meilleurs électriciens, les meilleurs maçons, etc., ils pourront avoir du bon travail, ce que j'appelle bon travail bien payé, du travail bien payé. Donc, je ne vais plus parler d'infrastructure, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous avons un problème d'érosion, d'inondation. On n'a pas de route, même pas de rue, puisque c'est des lagunes que nous avons. Si vous n'avez pas de 4x4, vous ne pouvez pas circuler dans notre commune. Donc, nous avons vraiment des grands défis à relever. Et on sait qu'il n'y a pas de hasard. C'est le travail qui fera ça. Oui, nous sommes croyants, nous pensons que Dieu va nous aider, mais ce n'est pas notre travail que nous allons résoudre tous ces problèmes, et nous allons le faire. Au vu de ces grands défis, vous aviez promis faire de la commune de Baguida un véritable pôle d'attraction. Alors, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah, mais bien sûr, pourquoi ça changerait? Nous avons la première capitale du Togo, nous avons notre commune où Nachingal a signé un traité avec Mlapa en 1984. Donc au plan historique, nous avons quand même un atout que les autres communes n'ont pas. On n'a pas de musée, nous avons une belle plage. Bon, il y a ce problème d'érosion, mais qui peut être résolu. Et vous savez, le tourisme, la plage attire le tourisme. Si on développe bien notre plage, on pourra, à l'instar de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, attirer des touristes vers nous. Nous avons de très bons restaurants, de pure plage est chez nous, Marcelo Beach est chez nous, nous avons Madiba, nous avons de grands hôtels, restaurants qui sont les meilleurs sur la place de Lomé. Donc nous avons de grands atouts. Donc je ne doute pas une seule seconde que si on se met au travail et on travaille sérieusement, dans 6 ans, vous verrez que Baguida sera la première commune, vraiment une commune enviable au Togo. Très bien. Merci. Alors, monsieur Agouvé Pascal, avant la toute dernière question, quelle est votre position idéale face à ce processus de décentralisation tel que le Togo le vit? Notre position, c'est que nous, on a mis en place un programme d'accompagnement intégré pour soutenir les conseils municipaux. Nous avons, dans le schéma actuellement, nous avons 117 communes. Nous avons, selon notre plan, la prise en charge de 20 communes, donc, que nous allons transformer en communes écoles. C'est-à-dire nous allons accompagner 20 communes qui seront des communes modernes, c'est-à-dire modèles et des gens même qui peuvent quitter d'autres pays pour venir apprendre la gouvernance locale et le modèle de développement dans ces communes-là. Je crois que la commune Golfe 6 fait partie de notre liste et donc nous engageons à les soutenir, les accompagner de manière systématique pour qu'ils puissent offrir des services administratifs de qualité à leurs citoyens, également de réaliser des infrastructures adéquates pour répondre effectivement aux besoins de leur population. Donc, il s'agira de bien gérer la mairie, l'administration, et également de réaliser les projets pour le développement du territoire communal. Donc, nous avons déjà un programme. Nous avons mobilisé beaucoup de partenaires techniques autour de ce programme. Actuellement, à l'heure où je vous parle, nous avons une équipe multidisciplinaire intégrée qui travaille aujourd'hui. Nous avons déjà réalisé un certain nombre d'actions, c'est-à-dire conçu notre stratégie et les gens travaillent. Dès leur prise de fonction, comme il le dit, nous allons les contacter et leur présenter déjà le plan d'accompagnement. Ils n'auront même pas à se gêner, puisque nous avons fait venir même des gens qui ont travaillé dans les administrations municipales d'autres pays, qui sont venus travailler avec nous. C'est-à-dire que nous avons conçu le programme de manière à ce que nos actions puissent vraiment permettre à ces 20 communes qu'on a accompagnées de faire la différence. Voilà ce que nous avons et c'est notre façon d'aider le gouvernement. Vous savez, aujourd'hui, il est évident que le ministère ou bien le gouvernement seul ne peut pas vraiment appuyer les conseils municipaux à répondre, à bien exercer leurs compétences. Donc, il va falloir que nous, les organismes de la société civile, nous puissions apporter notre contribution et c'est ce que JD fait depuis. Nous continuerons toujours par le faire dans la limite de nos moyens. Merci, M. Agouvé. Eh bien, M. Charles Akereboro, votre mot de la fin. On a bien écouté vos cris d'alarme dans cette émission en ce qui concerne toutes les conditions qui doivent en réalité être réunies pour vous permettre d'exercer librement la fonction qui vous est dévolue. Maintenant, votre mot pour la fin, tant dans l'endroit de nos gouvernants et aussi à la population en général, la commune de Baguida en particulier. Bon, nous souhaitons que le gouvernement agisse assez rapidement pour soulager nos populations
parce que nous avons de gros problèmes d'inondation en ce moment, et que la transition se fasse assez rapidement pour qu'on puisse vraiment aider les populations. Et nous remercions aussi les populations pour leur participation citoyenne au processus de décentralisation qui va permettre le développement local. Parce qu'il ne peut pas avoir de grand développement si ça ne commence pas à la base. C'est pour cela que ça sera un partenariat entre le gouvernement et le citoyen pour que nous puissions réaliser nos objectifs. Voilà, donc grosso modo, c'est ce que nous pensons pouvoir réaliser. Merci, cher monsieur Charles Akérébourou. Eh bien, monsieur Edo Pascal, votre mot de la fin. Oui, je voudrais d'abord remercier la RTDS pour l'opportunité que vous me donnez de venir échanger avec nos compatriotes. Je voudrais inviter mes compatriotes togolais, citoyens togolais, à s'impliquer dans ce processus parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour nous de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Si nous ne soutenons pas la décentralisation, je ne pense pas que l'État, le pouvoir central, viendra maintenant réaliser les projets dans nos communes. Donc si nous ne sommes pas prêts à soutenir nos conseils municipaux, rien ne changera dans nos communes. Nous ne pourrons pas rester à l'écart et attendre de tout. C'est à nous de nous mobiliser pour les soutenir dans leur politique de développement. Donc c'est un travail, c'est une collaboration entre les élus et les citoyens. Donc que les citoyens ne se mettent pas à l'écart et venir critiquer les conseillers municipaux pour dire d'accord, vous ne faites rien. Nous devons les soutenir et leur demander aussi le compte. Parce que c'est là aussi l'enjeu. Donc chacun de nous a une part de responsabilité pour la réussite de la décentralisation. Voilà ce que je peux dire à mes compatriotes. Nous sommes prêts à les soutenir. Nous avons un programme qui est là pour aider chaque citoyen à avoir les compétences qu'il faut, à avoir l'information qu'il faut pour pouvoir agir dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Merci, monsieur Edo Pascal Agbové, directeur exécutif de l'ONG IJD, expert en décentralisation. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. Merci à vous également, monsieur Charles Akérébourou, adjoint au maire de la commune de Baguida. Merci d'avoir partagé vos expériences du début, bien sûr, à la mairie de Baguida avec nous dans cette émission. Nous aurons le temps de vous revoir incessamment dans cette émission pour partager sur d'autres thématiques. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Désolé si vos questions n'ont pas été touchées comme cela devrait être. Nous aurons le temps quand même de revenir sur vos différentes inquiétudes et répondre à cela. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur la radio-télévision d'État Santé. Merci, monsieur.